10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une vidéo review comme prévu de Fastlane, donc qui a eu lieu il y a 3 jours. J'ai mis un petit peu de temps pour réagir, mais bon voilà, avec le travail forcément c'était pas évident de faire une vidéo tout de suite. Alors bon, je pense que je vais aller un peu dans le sens de beaucoup de gens, car après avoir vu ce pay-per-view, je suis forcément assez énervé par ce que j'ai pu voir tout le long du show. On a vu des choses absolument incroyables et je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait voir encore des choses pareilles, et je me demande vraiment si la WWE ne fait pas exprès de nous troller, en tout cas de se foutre de notre gueule avec des matchs pareils et des bookings aussi pourri. Voilà, ça c'est déjà un premier coup de gueule qui va être un peu le fil rouge de ma vidéo, ce coup de gueule, parce que c'est vraiment impossible de voir ça en 2017, des bookings aussi nuls à chier, et c'est très spécifique à Raw, hein. On l'a beaucoup vu à Raw et on peut moins le dire pour SmackDown, même si tout n'est pas parfait, mais au moins SmackDown il se passe des choses plutôt intéressantes, mais autant à Raw et pour le main roster de Raw et pour les pay-per-view qui vont avec, mais c'est une catastrophe. Et là encore, on a atteint des niveaux abyssaux. C'est pas possible de voir ça, quoi. En plus, bon, voilà, je suis en train de faire ma vidéo pour tout vous dire juste après l'élimination de Paris, dans des conditions absolument aussi abracadabrantesques. Donc je peux vous dire que mon niveau d'agacement est à son maximum là, hein. Là je ne peux pas être plus agacé et énervé que ça. Voilà, c'était une petite intro, déjà coup de gueule, mais vous verrez que durant toute ma review je suis assez exaspéré par ce pay-per-view. Alors on va faire une review assez rapide, on va passer les matchs dans l'ordre et les uns après les autres. Alors donc le kick-off d'abord. Donc c'était un match par équipe, on le rappelle. Il y avait Akira Tozawa en équipe avec Rich Swann pour affronter Brian Kendrick et Noam Dar. Voilà, bon, c'était un bon petit match de kick-off, un bon petit match de cruiserweight qui a été quand même relativement long, j'ai trouvé. En tout cas plus qu'à Raw, hein, plus que l'exposition qu'ils ont à Raw. Et au moins ça a permis de les exposer et de chauffer un peu la foule, donc ça a rempli son rôle, quoi. Voilà, ça a bien rempli le rôle de chauffer la salle, un match de lever de rideau en quelque sorte. Donc au final une victoire des Faces, sans surprise, hein. Même si au niveau du finish je voyais plutôt Tozawa faire le tombé final plutôt que Rich Swann. Puisque on voyait quand même que Tozawa était quand même bien mis en avant en ce moment. En tout cas, je voyais plus Dar être battu que être couvert que Kendrick. Donc ça, c'est logique. Voilà. Sinon, pour le tombé final, voilà, je suis un petit peu plus étonné que ce ne soit pas Tozawa qui remporte le match lui-même. Il y a eu un beau Phoenix Splash de la part de Swann, mais malheureusement, enfin le geste était beau, mais j'avais noté qu'il était un peu tombé, enfin il était un peu court dans sa réception, ce qui fait que voilà, c'était pas très beau au final, mais heureusement il a quand même pu atterrir sur Dar, mais c'était un peu limite, hein, ce Phoenix Splash. Voilà, bon, en tout cas j'ai remarqué que le public aussi semblait assez réactif, hein, aux cris de Tozawa, là, les ha ha ha. Donc c'est plutôt un bon présage pour lui. Donc on verra ce que ça donnera, peut-être que ce sera un futur challenger numéro 1 au titre de Neville, voir si c'était pas Osiris en tout cas. En tout cas il a un bon push en ce moment, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, donc un kick-off donc que j'ai noté 6,5 sur 10. On passe à l'événement principal, pardon, enfin au show principal, pardon, je vais y arriver, avec un Samoa Joe contre Sami Zayn. Un opener que j'ai trouvé assez rythmé, mais quand même assez court, avec un scénario, on va dire classique, hein, un peu David contre Goliath, quoi, un scénario d'un homme fort contre un underdog.
Donc les deux ont bien joué leur rôle respectif. Mais finalement peu de suspense, hein. On a quand même vu un Sami Zayn en capacité de mettre Joe en difficulté de temps à autre, mais bon, au final Joe était quand même trop fort pour Zayn, et donc la victoire de Joe est normale, hein, pour ses débuts en pay-per-view, hein, c'est ce qu'on avait dit, c'était normal, même si c'est un peu moche pour Sami Zayn, hein, mais je ne voyais pas autre chose qu'une victoire de Joe, hein, pour ses débuts dans le main roster. Donc voilà, bon, le match était correct, mais c'était assez court. Je n'ai donc noté que 6,5 sur 10, donc la même chose que pour le kick-off, quoi. Pas grand chose à dire de plus à ce sujet. Match suivant, le championnat par équipe en jeu entre le club et Soft. Donc c'était un match que j'ai relevé, en tout cas que j'ai trouvé assez classique, hein, d'un niveau de Raw, quoi, hein. Ça aurait pu être un match de Raw, quoi. C'est comme souvent malheureusement dans les pay-per-view de Raw. Les matchs de pay-per-view sont assez dignes d'être des matchs de Raw, quoi. Et c'était un peu le cas encore dans ce match. Il y avait malgré tout du rythme. On a vu aussi un hot tag de Big Cass qui a été assez convaincant, hein. Il a eu un bon passage. Il a fait un bel enchaînement de prises et de coups lors de ce hot tag. Mais même quand on a vu le badaboom shakalaka qu'il y a eu, j'ai jamais cru un seul instant que Soft pouvait gagner. J'attendais surtout une intervention de Gallows à ce moment-là, et c'est ce qu'il y a eu. Et en fait le final du coup était attendu avec une intervention intelligente, hein, de Gallows qui retire le pied d'Enzo de la corde, hein, pendant que Kyle Anderson couvre Enzo, qui venait juste d'être surpris par un vicieux coup de pied pendant qu'il remontait sur le ring. Un match de niveau Raw, une conservation des titres absolument logique, des titres qui étaient récemment gagnés, donc il fallait continuer sur ce règne de champion pour le club, donc pas trop de surprises. Match moyen que je n'ai noté que 6 sur 10. Match suivant, Sasha Banks contre Nia Jax. Un match que j'ai trouvé encore à nouveau assez court, avec encore un match en mode David contre Goliath, hein. C'est ce qu'on a souvent vu, hein, dans ce pay-per-view, avec une grosse domination et logique, hein, de la part de Nia Jax, hein, pendant la majeure partie du match, ce qui n'est donc c'était pas une surprise. Sacha arrive quand même à réagir, jusqu'à porter quand même la prise du sommeil, puis un bank statement malgré tout. On pensait même que Nia Jax allait abandonner sur le bank statement, mais finalement elle arrive à se dégager et à terrasser Sacha finalement avec sa descente de la cuisse. Donc là, à ce moment-là, moi personnellement je croyais qu'elle allait la couvrir, mais en fait on voit Nia Jax qui est un peu trop sûre d'elle, qui au lieu au lieu de la couvrir, elle tire les cheveux de Sacha et elle la maltraite, mais du coup ça lui aura finalement coûté le match, puisque Sacha en profite et arrive à la coincer au sol pour un tombé avec une sorte de quasi ponté, hein, une sorte de ponté. Victoire donc de Sasha Banks, assez surprenante, hein, c'est l'une des 2-3 surprises de la soirée, puisque même les bookmakers se sont trompés, puisqu'ils avaient ils avaient d'abord misé sur une victoire de Sacha, mais ce week-end, Nia Jax, il y avait une grosse poussée pour Nia Jax, donc elle était redevenue largement favorite du match pour les bookmakers. Du coup, c'est un peu étonnant, cette victoire, et ça me gêne un peu aussi par rapport au booking de Nia Jax. Ça me gêne pas mal, puisque un peu à l'instar de Strowman, Nia Jax est bookée comme une dominante. En plus, on l'a vu backstage juste avant le match, on l'a vu en backstage s'en prendre à Bayley en lui disant qu'elle prendrait bien le titre à la championne qui qu'elle soit, hein, que ce soit Charlotte ou Bayley, elle prendra son titre, etc. Enfin, elle est un peu en mode un peu de menace, en mode un peu bully même, enfin voilà quoi, et du coup la faire perdre là, c'est complètement la décrédibiliser, quoi.
Et la seule logique dans tout ça, voilà, c'est que ça permet juste à Sacha d'égaliser dans leur feud à un partout après la défaite que Sacha avait eu dans le kick-off du Royal Rumble. Voilà, c'est un peu la seule logique dans tout ça, quoi. Ça serait l'égalisation. Mais sinon, moi je comprends pas cette défaite de Nia Jax, quoi. C'est impensable encore. Enfin, ça fait partie des choses un peu bizarres qu'on aura vu dans ce pay-per-view. Donc le match sinon en lui-même il était moyen, assez court et aussi d'un niveau d'euro, quoi. Donc un match que j'ai noté 6 sur 10. Donc autant que le match précédent, quoi. Alors là c'est là qu'il s'en est suivi un passage absolument inattendu, imprévu, et qui va, je pense, du coup trouver du sens, avoir son sens lorsqu'on aura vu le main event plus tard. Un double match complètement inattendu, une pause pipi en quelque sorte, avec Jinder Mahal, oui, vous ne rêvez pas, contre Cesaro. Voilà, un match complètement inattendu et sans intérêt, qui aurait pu être mis dans le kick-off, quoi, mais pas là, quoi. Un match mis à l'arrache, complètement imprévu, hein. Je crois que la dernière fois qu'on a eu ça, ça devait être le match entre Rowan et le Rock, hein, à WrestleMania. On avait déjà eu ça avec on avait eu un R-Truth contre Curtis Axel, je crois aussi, qu'on avait déjà eu une fois dans un pay-per-view qui était complètement imprévu. Mais ça faisait longtemps qu'on nous avait pas fait ce coup-là. En plus, voilà, avant le match, t'as Jinder Mahal qui élimine Rusev en le faisant passer par-dessus la barricade. Donc qui va croire que Rusev est moins fort que Mahal et se fasse dominer ainsi par Mahal? Incroyable, quoi. C'est vraiment triste pour Rusev de se faire dominer comme ça. Et finalement pour la fin du match, donc c'est victoire de Cesaro, hein, sur un European Uppercut à la volée. Voilà, rien d'autre à dire. Et on enchaîne avec Rusev, donc qui arrive en fin de match, donc qui s'est enfin réveillé, et qui se venge en tabassant Mahal. Alors c'est bien, il se venge, il tabasse Mahal, on retrouve un peu le Rusev agressif qu'on aime bien voir, mais c'est un peu trop tard. Le gars il se fait c'est trop tard. Le gars il se fait ridiculiser par Mahal, quoi. Donc que le gars revienne derrière en tabassant Mahal, ouais, ben c'est trop tard, quoi. Enfin, pour moi j'y crois déjà plus, quoi. Et là c'est là qu'on voit qui arrive par surprise, le Big Show, pour un nouveau match, cette fois-ci face à Rusev. Bon, ok, pourquoi, on sait pas. On nage en plein dans le grotesque. On est vraiment en plein dans le moment bouche-trou du pay-per-view, quoi. Avec on a l'impression de voir que des mecs là qui cherchent à se montrer pour WrestleMania, pour prouver un peu qu'ils ont leur place dans le show, quoi. C'est un peu ils essaient de se montrer, quoi. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans un temps faible du pay-per-view. On s'ennuie vraiment ferme. Bah voilà, le match en lui-même, il se termine avec 3 choc slams portés par le Big Show, suivi d'un Weapon of Mass Destruction porté dans le coin, hein, alors que donc Rusev était carrément couché dans le coin, donc il se fait véritablement humilier, Rusev. Donc victoire du Big Show. Donc Rusev humilié, ridiculisé, quoi. On a vraiment du mal à comprendre son booking actuel, quoi. Il est complètement dépouché, et alors qu'on était en train de retrouver du bon Rusev old school, on va dire, ces derniers mois. Là il est complètement perdu là, et puis avec associé à Mahal, on sait pas pourquoi ils l'ont collé ce boulet. Je sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça, quoi, mais et puis voilà, bon, une nouvelle coupe de cheveux, on a l'impression qu'il se cherche, capillairement parlant aussi, ou même au niveau des poils de la barbe, etc. Il a du mal à se décider. Mais voilà, enfin, je comprends pas ce qu'ils font avec Rusev. Donc voilà, je vais quand même donner une note, hein, même si c'est difficilement notable, mais pour l'ensemble de ces deux combats, je n'ai donné qu'une note de 3 sur 10, car c'était vraiment, il faut le dire, de la grosse merde. Voilà, on retrouve le pay-per-view, hein, finalement la grosse parenthèse est finie. On attaque un match beaucoup plus intéressant entre Neville et Gallagher, donc pour le championnat Cruiserweight. Un match quand même à suspense, hein, avec des
j'ai remarqué qu'il y avait des bumps assez horribles de la part de Gallagher, ou de Gallagher si vous préférez, qui a quand même pris très cher dans ce match, notamment sur une German de Neville qui m'a vraiment fait très peur. On l'a revu au ralenti, la réception de Gallagher est énorme et elle est horrible. Et on a vu aussi une guillotine, il se fait guillotiner Gallagher à un moment donné et il retombe très mal. Ça aussi, ça m'avait fait peur. En tout cas, dans le match, Gallagher n'a pas été ridicule. Il a plutôt livré un bon match. Alors, il n'a pas réussi son dropkick traditionnel, sa prise de finition. Et du coup, Neville gagne par une Red Arrow. Et c'est plutôt bien parce que on voyait plus trop le Red Arrow depuis quelques temps. J'avais l'impression que même qu'on ne le verrait même plus tant que Neville serait heel. Parce que depuis qu'il était devenu heel, on voyait plus trop la Red Arrow et on voyait plus sa nouvelle prise de finition là, c'est une espèce de butterfly crossface. Il était plus en position de soumission, enfin de submission machine, Neville, et on ne voyait plus la Red Arrow, donc je suis content de l'avoir vu. Et donc victoire absolument sans surprise de Neville. Il fallait bien qu'il reste champion, ça c'est ce qu'il fallait faire. Quand bien même Gallagher a été aussi pushé, mais il fallait qu'il reste champion. Donc on verra bien si la rumeur du match contre Austin Aries à WrestleMania va se confirmer ou pas, ou si ce sera plutôt Tozawa, voire les deux à la fois, enfin les trois, dans un triple threat, enfin on verra bien. En tout cas, moi ça me plaît bien, ça m'a bien plu ce match, et pour moi ça a même été le match de la soirée, donc ça peut paraître un peu ironique, puisque vu le traitement que reçoit les Cruiserweight Arrow, c'est quand même un joli pied de nez que de voir que dans le pay-per-view, finalement c'est le match Cruiserweight qui a été le plus qualitatif de tous. Donc moi quelque part ça me fait doucement rigoler que ce match vole le show en quelque sorte par rapport aux autres matchs du main roster de Raw. Alors ensuite on trouve alors encore un truc imprévu, c'était les New Day accompagnés d'une espèce de machine là à glace quoi, enfin d'une glacière sur roulette. Absolument rien à branler de ce segment, c'est encore un segment bouche-trou, on s'en fout qu'ils vendent des glaces. Et je pense que c'était à la façon des deux matchs qu'on a vu, qui n'étaient pas prévus, que c'était surtout dans le but de gagner du temps en attendant le main event qui allait se produire ultérieurement. Donc on va en parler tout à l'heure, mais ça sentait vraiment la tentative pour gagner du temps, surtout vu le main event qu'on allait avoir par la suite. On passe au match suivant, Roman Reigns contre Braun Strowman. Alors première chose déjà, Reigns, c'est quoi ces baskets quoi? C'est quoi ces baskets que tu nous as mises? Où sont passés tes Rangers? Le mec il veut lancer quelques lancers francs ou comment ça se passe quoi? C'est quoi ces godasses de basketteurs là? Ça m'a vraiment, puis ça m'a limite dérangé pendant tout le match, pendant ces baskets noires et blanches là. Je ne voyais plus que ça. Et je sais pas, ça va pas avec sa tenue. Enfin, ça fait pas catch. Enfin, j'aime pas du tout quoi. J'aime pas du tout et je sais pas s'il va continuer à mettre ça, mais ça m'a surpris de voir ça. Enfin bref, parlons du match. On a vu une grosse domination de Strowman, à l'instar de Samoa Joe avec Sami Zayn. C'était à nouveau un match, on va dire David contre Goliath, dans une moindre mesure par rapport aux autres, mais c'en était quand même un peu un aussi. Le meilleur spot du match, c'était quand même la tentative de spear à l'extérieur du ring de la part de Reigns, mais contré par un power slam de Strowman directement sur la table des commentateurs, qui bien entendu s'écroule véritablement. Donc ça c'était le meilleur moment du match. Ensuite on a vu aussi un moment assez surprenant dans lequel on voit Braun monter sur la troisième corde carrément et tenter un diving headbutt, voire un splash peut-être, de la troisième corde. C'était assez insensé. Et mais Reigns esquive et réussit alors son deuxième spear du match et l'emporte. Et oui, c'est incroyable. Strowman perd pour la première fois de sa carrière depuis qu'il est à Raw et depuis qu'il est là à la WWE. Enfin, c'était sa
toute première défaite. Reigns wins, lol. Un match typique à la John Cena, quoi. À la John Cena des grands soirs. À vomir. Mais pourquoi faire perdre Braun Strowman dans un pay-per-view aussi mineur que celui-ci et juste avant WrestleMania? Pourquoi ne pas attendre WrestleMania pour le faire perdre? Je ne comprends vraiment pas ce booking à la con. Ça gâche absolument tout ce qui avait été fait auparavant au niveau de la progression de Strowman, justement d'être booké comme une grosse menace, comme un monstre, un gars invincible. Donc faire ça à WrestleMania, ça me poserait pas de problème. On l'a vu avec Rusev par exemple, avec face à Cena, à l'époque où Rusev était invaincu, ils avaient attendu WrestleMania et il avait perdu le titre des États-Unis contre John Cena. Et puis voilà, ça je veux bien le concevoir, de faire un booking comme ça. Mais là, à perdre à Fastlane, sans déconner quoi, de la grosse merde. C'était un peu comme faire perdre Nia Jax, mais tu les décrédibilises tous les deux là, les deux mastodontes. Mais non, ce n'est pas possible. Alors je comprends bien que on va probablement avoir un Taker Reigns. Ok, il faut que Reigns paraisse bien. Il faut que Reigns batte un homme fort pour pouvoir prouver qu'il peut battre l'Undertaker à WrestleMania. Mais du coup, ça fait passer Strowman pour un jobber. Du coup, c'est Strowman qui devient le jobber officiel de Reigns, qui devient sa bitch, et la bitch de la WWE. Mais non quoi, non. Alors que le gars il était en surpush, il était en surpush le gars, et tout à coup il devient jobber de Reigns. Tout ça pour légitimer un match contre l'Undertaker pour Roman Reigns. Non, mais non. Alors notez aussi que pour les bookmakers, ils avaient fait comme Sasha Banks contre Nia Jax, hein. Ils avaient d'abord mis Reigns favori, et puis finalement il y avait une grosse poussée en faveur de Strowman, qui avait eu un gros avantage durant tout le week-end. Et au final, la même chose, hein, on a eu un twist, hein, c'est-à-dire que comme pour Sasha Banks, les paris initiaux furent les bons au final, donc on est revenu au pari initial, donc finalement victoire de Reigns. Alors c'est dommage parce que le match en soi il est pas trop dégueulasse, il était stiff. Je lui ai même donné la note de 7 sur 10, donc c'était pas mal. Mais voilà, c'est surtout ce qu'on fait de Strowman, quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qu'on fait encore avec Reigns, mais ils veulent faire quoi? Ils veulent faire tout. C'est ce que je disais lorsque Reigns est arrivé en numéro 30 au Rumble. Ils veulent faire quoi, le WWE? Ils veulent nous troller. Ils veulent faire exprès pour nous emmerder. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors à noter, hein, je parlais de Taker, que Taker n'était pas là. Il n'est pas intervenu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, hein. Moi je l'avais dit d'ailleurs. Je pensais qu'il allait faire perdre Reigns. Donc sachant que je n'ai pas encore vu Raw, hein, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas vu Raw, donc je peux pas vous en dire plus par rapport à la suite des événements. Donc on verra, hein, si ça se confirme le Taker Reigns, mais en tout cas on ne l'aura pas vu durant ce match. Donc peut-être que du coup c'est pour, donc comme je vous disais, crédibiliser Reigns, et que ce sera peut-être lui qui va venir défier en personne Taker suite à cette victoire. Puisque si tu bats Strowman, tu peux te dire là voilà, à WrestleMania je veux Taker. Enfin pourquoi pas, on verra. En tout cas voilà, je suis un peu dégoûté pour Strowman. Match suivant, Charlotte contre Bayley, match comptant bien sûr pour le titre féminin, Bayley étant la championne. Alors c'était quand même globalement, on va dire, un bon match féminin, plutôt un bon match, même si j'ai un peu de mal avec Bayley, hein, qui est toujours avec son manque d'impact par rapport à Charlotte notamment, et puis ses botches, quoi. Enfin on a vu notamment une sorte de coup de coude là, porté, on va dire, quasiment dans le vide, alors que Charlotte était dans le coin là. Je crois qu'elle était en position du cochon pondu là, et elle tente un coup de coude et elle passe à côté, quoi. C'était horrible à voir, quoi. C'est Matthew va se régaler dans Botchamania, hein, ça c'est sûr. Là, dans la prochaine édition, on va voir ça à coup sûr, hein. Et voilà, le match globalement il est pas trop dégueu, mais
il est complètement pété par la fin, avec Sasha Banks qui intervient à la fin, alors que déjà à la base, lorsqu'on regarde l'Euro précédent, on voit Sasha qui dit à Bayley qu'elle sera dans son coin à Fastlane. Or, on la voit pas à Fastlane, on la voit pas dans son coin. Et au final, elle arrive en fin de match comme ça pour foutre sa merde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce sur Charlotte, la championne. Pas la championne, mais elle fonce sur Charlotte. Et pourquoi l'arbitre ne siffle pas disqualification, ne sonne pas la disqualification? Elle fonce sur la championne. Alors certes, elle la frappe pas, hein. On voit pas de coup, mais elle lui rentre dedans. C'est un crépage de chignon, donc on a vu des disqualifications pour beaucoup moins que ça, quoi. Pourquoi il n'y a pas de disqualification là-dessus? Donc déjà, c'était un truc incohérent. Et en plus, elle perturbe la fin du match en empêchant un petit paquet de Charlotte qui était en cours. Et puis du coup, il en profite avec un Bayley to Bayley. Et puis voilà, elle l'emporte, quoi. Donc du coup, victoire incroyable, une victoire encore surprise. On va dire déjà la troisième surprise de la soirée. Et encore une victoire, encore un match dans lequel les bookmakers s'étaient plantés, hein, puisque c'était comme pour Strowman. Alors comme pour Strowman, je ne comprends pas la logique de briser une streak d'invincibilité en pay-per-view pour Charlotte dans le dernier pay-per-view avant WrestleMania, qui plus est un pay-per-view aussi mineur que Fastlane. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Ils cherchent vraiment à nous surprendre durant ce pay-per-view, hein. C'est pas possible, quoi. J'ai donné quand même la meilleure note. J'ai donné même un petit peu plus que pour le Cruiserweight. J'ai donné 7,5 sur 10. Mais je pense que je pourrais même donner 7 à cause de la fin toute pétée. Parce que j'aime pas du tout cette intervention de Sasha qui vient perturber la fin. Et tout ça, à mon avis, probablement pour donner de l'eau au moulin de de Stephanie McMahon, qui disait justement que Bayley avait pris le titre de façon pas très clean déjà à la base, et qu'elle l'avait même invité, on s'en souvient, à restituer son titre à cause de ça, ce que Bayley avait refusé de faire. Donc ça, je pense que dans le dernier Raw, ils ont dû parler de ça, mais je ne l'ai pas encore vu, donc je pourrais pas vous dire. Et aussi un truc, oui, du coup, qui paraît un peu pas crédible du tout, c'est que du coup dans l'histoire, on a l'impression que c'est Bayley la heel et Charlotte la face. Parce que là, du coup, Charlotte au moins, elle se pointe avec Dana Brooke, mais au moins dès qu'elle arrive, elle prend quand même, elle a les couilles de moins de virer Brooke et de la faire rentrer à nouveau dans les vestiaires, et elle monte sur le ring seule, quoi. Donc au moins elle montre qu'elle peut se débrouiller toute seule pour prendre ce titre. Tandis que Bayley, elle gagne grâce à l'intervention de sa pote. Donc ça fait vraiment heel, quoi, ce genre de victoire. Donc encore un truc qui est pas crédible du tout. Alors probablement que ça a été fait pour le scénario avec Stéphanie, machin. On va voir ce qui s'est dit par la suite. Mais voilà, quoi. Enfin, Charlotte passe pour la face, là. Elle passe pour la face. Donc encore un truc bizarre, quoi. Bref, et on passe alors là au bouquet final, à la régalade, quoi. Ça, c'est le match le plus incroyable, l'un des plus incroyables que j'ai pu voir ces derniers temps. Kevin Owens contre Goldberg. Match pour le championnat universel, bien sûr. Que dire de ce match? De la grosse merde. Grosse merde made in WWE. Rien d'autre à dire de plus, quoi. Le match déjà qui met 3 plombes à démarrer. Kevin Owens qui sort du ring, qui remonte, qui ressort du ring. Donc il n'y a pas de match. Donc ça fait exactement comme le squash le squash de Survivor Series entre Goldberg et Lesnar. Pas de match. Un peu pareil pour le Orton Lesnar qu'on avait eu aussi, je crois au SummerSlam. Pareil, pas de match. Qu'est-ce que c'est que ce non-match en main event de pay-per-view? C'est pas possible, ça. Donc déjà t'as Owens donc qui nous fait des va-et-vient sur le ring. Goldberg qui attend. On attend. Le match la cloche qui sonne toujours pas.
Et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Jericho qui débarque. Alors, que Jericho débarque, je vous l'avais dit, c'était quand même assez prévisible vu qu'on n'avait pas vu pendant 3 semaines depuis son agression par Owens. Donc on s'en doutait qu'il allait arriver. Et je vous l'avais dit qu'il allait faire perdre Owens. Mais le scénario, quoi. Le gars, il arrive et la cloche tout à coup sonne pendant la musique de Jericho, alors qu'elle aurait pu sonner déjà depuis 3 plombes, quoi. Pourquoi est-ce que la cloche sonne maintenant pendant la musique de Jericho? Alors évidemment, après ça, la suite on la connaît, hein, forcément on la devine. Comme prévu, Spear et Jackhammer de Goldberg pour la victoire. Donc Goldberg, nouveau champion universel, sans surprise, je vous l'avais dit, hein. Et que voilà, donc le retour de Jericho était 1000 fois prévisible. Moi j'aurais plutôt vu un bump d'arbitre, hein, et un code breaker de Jericho, mais là ça fut vraiment bien pire que ça, quoi. Parce que là, on a encore un match segment pour Goldberg. Parce que depuis qu'il est là, Goldberg, ce ne sont que des segments avec lui, que ce soit au micro ou dans des promos ou même en match. Parce que sa prestation du Rumble c'était court aussi. Je ne reparle pas du squash de Survivor Series contre Lesnar. Et là c'est pareil. C'est pareil. On a donc un match segment, 3 minutes de présence dans le ring, et un match qui aura duré, on va dire, une vingtaine de secondes, hein, on va dire à partir du moment où la cloche a sonné et au moment où le match se finit, il y a une vingtaine de secondes. Donc c'est tout ça pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour prouver que pour qu'il y ait une logique, pour montrer que si tu bats Lesnar en 1 minute 30, Owens tu vas le battre en 20 secondes. Voilà, c'était ça. C'était pour rendre crédible la chose. Mais on peut pas se taper ça en main event de pay-per-view, c'est pas possible. C'est le gars, et ça confirme ce que je disais, c'est que le gars, Goldberg, n'a aucun cardio. Le gars, il est pas incapable de tenir 5 minutes dans un ring, quoi. C'est triste à dire, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et tout ce qu'on a vu faire, tout ce qu'on l'a vu faire depuis son retour, ce ne sont que ça, des segments, jamais de longs combats. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils nous bookent un Goldberg Lesnar à WrestleMania. Non, mais tout, mais pas ça. Surtout avec le titre universel en jeu. Mais non, c'est ce que je vous disais. C'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Surtout pas. Mais je peux pas croire que ce sera ça. Et pourquoi Goldberg Lesnar? Goldberg il tient pas 5 minutes sur un ring maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire exploser la gueule par Lesnar, et Lesnar va récupérer le titre et on va se retaper un champion part-timer. C'est ça qu'ils veulent nous faire? C'est ça? Non, quoi. Non. Et on n'a pas de mallette, donc on peut pas raccourcir le règne de Lesnar si c'est Lesnar qui est champion, parce que le Money in the Bank c'est pas avant le mois de mai. Donc on va pas se taper 2 mois de Lesnar en part-timer, champion part-timer. Non. Je ne veux pas ça, quoi. C'est de la merde. Comme je vous disais, la seule façon de s'en sortir, ce serait que Kevin Owens réclame un rematch, soit à Raw, soit pour WrestleMania. Mais du coup, vu que Goldberg est déjà booké avec Lesnar, donc du coup ça serait compliqué de faire un triple threat. Mais pourquoi pas? Soit ils font un triple threat, mais comme il y a bien sûr la longue feud maintenant, enfin la longue storyline avec Jericho, donc je pense que le Kevin Owens contre Jericho, on pourra pas passer à côté à WrestleMania, il va avoir lieu, tout comme le Goldberg Lesnar qui est déjà annoncé depuis longtemps. Mais ils pourraient au moins faire peut-être un mini tournoi avec donc ces 2 matchs là, et puis les 2 vainqueurs s'affrontent. Voilà, enfin Lesnar squash Goldberg, Lesnar affronte Kevin Owens par exemple, et puis voilà. Même si j'ai du mal à croire à un heel contre heel. Ou alors tu fais une victoire à nouveau de Goldberg, mais encore qui va y croire, une victoire encore en squash, et t'auras un Goldberg Kevin Owens pour la finale,
et à ce moment-là Kevin Owens peut récupérer le titre, et du coup ça nous sauve d'un part-timer champion. Et comme ça, vu qu'on a le retour de Finn Balor va pas tarder à arriver, on peut au moins avoir un début de feud entre Kevin Owens et Balor pour le titre universel. Et du coup, voilà, surtout si Owens est champion, ça aurait tout son sens, puisque Balor, lui, on sait, il s'est absenté à cause de, il a dû laisser son titre universel sur blessure. Donc du coup, s'il revient, il va réclamer le titre qu'il n'a jamais perdu. Donc si c'est contre Owens, ça serait quand même pas mal. Et puis surtout que Lesnar, vu son gabarit et tout, vu qu'il est bourrin, je vois pas Lesnar champion avec un Balor qui va se taper du Lesnar alors qu'il revient de blessure, ça serait trop risqué. Donc pour moi, il faudrait mieux faire ça avec un Owens Balor. Donc j'espère qu'ils vont nous sauver le truc à WrestleMania et que Kevin Owens va récupérer le titre. Je parle pas de Jericho puisqu'a priori on l'annonce absent, enfin à nouveau absent pendant un certain temps suite à WrestleMania. Donc je ne pense pas à Jericho champion, mais Owens par contre il y aura peut-être une petite chance. Mais voilà, c'est pas possible de faire un non-match quoi en pay-per-view, en main event. Je veux plus voir des matchs comme ça et des bookings de merde comme ça quoi. C'est hallucinant. Donc je sais même pas si je peux noter ce match. C'est quoi? C'est 1,5, 2 sur 10. C'est pas plus quoi, c'est que de la grosse merde. Donc voilà, donc j'espère que Owens récupérera le titre, hein, mais j'y crois pas des masses non plus. Mais voilà quoi, c'est les papis qui font de la résistance quoi. C'est les papis, Taker, Reigns, Goldberg. Donc voilà quoi. Donc voilà, maintenant c'est le moment est venu de faire le bilan du pay-per-view, mais c'était un pay-per-view absolument désastreux. C'était un des pires que j'ai pu voir depuis quand même de nombreux mois. Et donc heureusement qu'il y avait le match des Cruiserweight et un petit peu le Bayley Charlotte en dehors de la fin qui était pété. Au moins heureusement qu'il y avait ça pour nous sauver un peu la mise quoi. Mais parce que le reste c'était vraiment pourri quoi. C'était des combats de Raw quoi. C'était du Raw pas plus et même un mauvais Raw donc c'est dire. Et avec tous ces matchs imprévus là qui ont plombé le rythme du pay-per-view, le pauvre Rousseff qui se fait buried, le segment New Day complètement inutile et who cares quoi. Et ces bookings insensés avec les fins de streak de Charlotte, la fin d'invincibilité de Strowman, Nia Jax qui se fait battre là par une micro-puce Sasha Banks, enfin complètement pas crédible du tout quoi. Voilà, et puis je parle pas du main event qui est encore de la merde en boîte quoi, c'est incroyable. Donc voilà, je suis assez énervé. Déjà voilà, donc j'ai vu ce qui s'est passé avec le PG, c'était déjà très compliqué à croire et à avaler et à digérer. Mais alors voilà, ce pay-per-view c'est pas possible quoi. Donc je lui ai donné la note de 5,5 sur 10. Je peux vraiment pas faire mieux. Mais j'ai vraiment pas été aussi énervé par un pay-per-view depuis bien longtemps quoi. Mais là je ne pouvais que le faire. Voilà quoi. Donc je vais voir Raw, je vais voir ce que ça va donner et quelles sont les retombées de ce pay-per-view. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo, à liker, à faire partager un maximum de monde parce que je veux que cette vidéo fasse du bruit. Et alors certes elle arrive peut-être un peu tard par rapport au pay-per-view, mais j'espère que vous allez quand même me regarder, même s'il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos et des reviews etc, chacun avec sa version des choses qui sont respectables de qui qu'elles soient, d'où qu'elles proviennent, mais voilà, chacun son avis. Moi je vous ai donné le mien, je suis énervé, ça retombera forcément. Mais voilà quoi, je suis un fan de catch, mais là c'était pas du catch quoi, c'était de la parodie de catch, c'était rien quoi, c'était pas un pay-per-view ça c'était pas un pay-per-view. Donc je ne veux plus voir ça et malheureusement il va falloir patienter un mois avant WrestleMania, donc on n'aura pas de pay-per-view de SmackDown pour un peu nous rehausser et nous relever le niveau. Donc je vais me contenter des SmackDown
pour essayer de retrouver un peu de plaisir. Et puis voilà, il y a 205 Live et NXT voilà, qui peuvent aussi me redonner un peu le moral. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous l'écouterez nombreux. Donc je le répète, n'hésitez pas à commenter et à faire partager. Ça me fait plaisir ça me ferait plaisir que vous likez. On se retrouve en tout cas, je ne sais pas quand, mais on a le temps, hein, vu que maintenant le prochain pay-per-view WrestleMania c'est dans un peu moins d'un mois, donc on a le temps. Donc on se retrouve prochainement. Passez une bonne semaine et d'ici là, bien entendu, vive le catch!